L'arme du soupçon. Dans les séparations conflictuelles, l'accusation d'abus sexuels sur un enfant serait-elle un moyen de pression sur le conjoint? Une enquête d'envoyé spécial. Tout le monde vous regarde de travers et s'imagine qu'il s'est passé quelque chose entre votre fils et vous. Et quand vous commencez à lire des choses que votre fils raconte qui ne se sont pas passées, c'est des choses qui sont extrêmement pénibles. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct pour une nouvelle émission qui va nous emmener au Maroc, aux États-Unis et en Russie. Mais pour ouvrir ce magazine, nous allons rester en France pour aborder un sujet très délicat. L'histoire de ces pères qui, en pleine procédure de divorce, se sont retrouvés accusés d'abus sexuels sur leur enfant. Quelques années plus tard, certains sont innocentés par la justice. Entre-temps, leur famille a volé en éclats. Les cas se sont multipliés ces dernières années, au point que le ministère de la Justice s'est saisi du problème. Alors, l'accusation d'inceste serait-elle devenue une arme dans les cas de divorce conflictuel? Une arme qui discrédite et éloigne le conjoint? Une certitude, quelle que soit l'issue des affaires, personne n'en sort indemne. C'est le portrait de 4 pères que nous vous proposons ce soir. Pour protéger la vie privée des différents protagonistes, nous avons transformé leur voix et caché leur visage. Nous avons également changé tous les lieux, ainsi que tous les noms et prénoms. L'arme du soupçon, c'est un reportage de Michel Guetienne, Abdel Zouyesh et Vincent Magnier. J'étais en instance de séparation. Mon divorce avait démarré sur un niveau conflictuel important. J'ai été faussement accusé par mon ex-épouse de viol sur mon fils et aussi d'agression sexuelle. Dans l'échelle des divorces, c'est le coup parfait, c'est le coup imparable en fait. C'est quand même le seul moyen qui soit aussi efficace pour séparer souvent définitivement l'enfant de son père. Tout le monde vous regarde de travers et s'imagine qu'il s'est passé quelque chose entre votre fils et vous. Moi, j'ai certains de mes clients qui me disent qu'ils n'osent plus avoir un comportement habituel de papa. Personne ne veut dire en fait à la mère, arrêtez. Elle se rend pas compte qu'il vit depuis toutes ces années avec l'idée que son père a abusé de lui. Voilà, donc c'est la chambre où vivaient les enfants, donc de 87 jusqu'à décembre 93. Cela fait des années que François n'a pas revu ses 2 filles. J'ai gardé quelques souvenirs, évidemment, donc des petits trucs en pâte à sel de l'école, un petit caillou de ramassé sur la plage, les livres qu'elle aimait bien, en fait. Le souvenir de ses enfants s'est arrêté soudainement, comme figé dans le temps. J'ai l'image de mes enfants telles qu'elles étaient à l'époque, puisqu'en fait je n'ai plus de photos, j'ai plus de courrier, j'ai plus de messages, j'ai pas de coups de fil. Les petits colis pour les anniversaires, tout ça, ça me revient. Donc c'est ce genre de choses que je vis aujourd'hui. Pour François, le cauchemar a commencé par une séparation a priori ordinaire. Un jour, son ex-épouse le quitte pour un autre homme. Il continue de voir ses filles certains week-ends et durant les vacances scolaires, comme en témoignent ces images. Merci mon bébé. On s'amuse bien, il y a des balades en vélo, on fait du ski, etc. Donc on voit bien qu'il y a une complicité. Peu à peu, le divorce tourne au conflit ouvert. Après quelques semaines de séparation, son ex-épouse l'accuse d'inceste sur ses filles. Elle va même témoigner dans un reportage. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer que vous vivez avec quelqu'un qui puisse... Elle affirme que François a commis des attouchements sexuels sur ses filles durant leur vie commune. Tout ce qu'il pouvait lui dire, tu ne te marieras jamais, tu resteras toujours avec ton papa, la robe de mariée qui était ma robe de mariée qui est là, tu verras, ça sera la tienne. Le dérapage, c'était considérer sa fille comme une femme. À la suite des accusations, François est placé en garde à vue et mis en examen. Durant plusieurs mois, son ex-épouse refuse de lui présenter les enfants. Et je ne peux les retrouver qu'effectivement dans un point rencontre, donc au bout de 6 mois. C'est dans ce local, en présence d'un médiateur familial, qu'ont lieu les retrouvailles. Semaine après semaine, la caméra de François va filmer les séquences. Mais les enfants ne semblent guère enchantés de revoir leur père.
La grande, comme on voit, elle est sous une chaise, hein, et la petite, bon, au fur et à mesure des séquences, elle dit des choses de plus en plus qui montrent qu'on lui a dit. Semaine après semaine, l'attitude des enfants devient de plus en plus hostile à l'égard de leur père. Fais pas un bisou. Pourquoi? Parce que t'es pas propre. Il y a tout ce travail de sape, hein, tout ce travail de bourrage de crâne qui est derrière. Dire que son papa il faut pas le toucher parce qu'il est sale, c'est pas neutre, hein, c'est pas neutre. Oh les petits sous. Oh merci mon petit poussin. Qu'est-ce qu'il y a? Sale. Pourquoi je suis sale? Parce que c'est maman qui a dit ça. C'est maman qui a dit ça? Pour François, l'attitude hostile des enfants à son égard a été dictée par leur mère. Peu à peu, les psychologues qui sont chargés d'entendre les deux filles vont douter de la crédibilité des accusations. Les magistrats de leur côté s'étonnent que la mère ait attendu 2 ans pour porter plainte, précisément en plein divorce. Elle sera finalement condamnée à une peine de prison avec sursis pour de multiples non-présentations d'enfants. Innocenté par la justice, François espère alors revoir ses enfants, en vain. Je pensais qu'effectivement, étant innocenté et blanchi de façon magistrale, j'allais retrouver donc le chemin de mes enfants, hein, et en fait non. En clair, ces filles qui ont grandi auprès de leur mère déclarent aujourd'hui ne plus vouloir le revoir, et la justice ne peut les y contraindre. Le temps a passé, les enfants en fait ne veulent plus vous voir. On voit bien que de toute façon, il n'y a aucune raison que la situation des enfants à mon sujet se change aujourd'hui, et même a dû sûrement s'empirer. C'est dans ce collège que la plus jeune de ces filles est aujourd'hui scolarisée. Après des années d'attente, François décide d'aller à son rencontre ce matin. Nous l'accompagnons. Pardon. Problème, il n'est pas sûr de la reconnaître. Tout ce qu'il sait d'elle, c'est son niveau d'études. Non, c'est pas. Soudain, il l'aperçoit et l'appelle par son prénom. La jeune fille prend peur et s'éloigne. Va au bureau? J'arrive, va au bureau, j'arrive. Une surveillante s'interpose. Il y a un souci? Non, bah c'est ma fille, je voulais la voir. Apparemment, je sais pas, il y a tout un souci parce que pourquoi? peut-être qu'elle a fait, elle est partie en cours. Oh! Parce que habituellement, c'est pas vous qui me non, mais... la grille. Habituellement, je crois que c'est pas ça. Bon. Hein? Oui, sa maman, ouais. Pour François, les choses se présentent mal. C'est bizarre de voir sa fille et pas pouvoir l'approcher. Hein. D'autant que son ex-épouse arrive à son tour. Chercher maman. Viens me chercher maman. Comme si j'étais en danger. Il veut la convaincre de le laisser parler à sa fille. On peut pas? Non. Non, ne touche pas. Échec. Elle va rien parler. Elle va rien faire. Ce jour-là, sa fille partira sans un mot. La tentative de retrouvailles a tourné court. Son espoir de retrouver un jour une relation normale avec ses enfants semble bien compromis. Voilà. 8 années de procédure pour en arriver là. C'est dur. Hein. C'est dur. Vous pensez qu'un jour le dialogue va pouvoir se renouer? Ben, je vois pas comment si effectivement ma fille reste encore, disons, dans l'influence de sa maman et qui fait qu'en fait, elle n'a pas la possibilité de penser autre chose que ce qu'elle peut penser aujourd'hui. Et tout au contraire lui explique le contraire, que je suis dangereux, que je suis pas bien, que je suis presque le mal, que je suis mauvais pour elle. Et ça, c'est très dur à admettre. Son cas est loin d'être unique. Pontoise, il y a 3 ans. 18 pères accusés comme lui d'inceste par leurs anciennes compagnes, en plein divorce, décident de s'unir pour dénoncer devant les caméras la manipulation dont ils s'estiment victimes.
À l'époque, les pères de Pontoise, comme on les appelle, accusent ouvertement leurs anciennes épouses d'avoir menti à la justice dans le seul but de les évincer. Il faut lever un certain nombre de tabous pour dire que malheureusement une mère est capable de faire ça. Parce que je crois que dans l'inconscient collectif, chacun se dit qu'une mère n'est pas capable de faire ça. Généralement non, mais quelquefois oui. Un à un, ils seront innocentés par la justice. Fait troublant, 12 de leurs anciennes épouses ont été conseillées par une même personne, Maître Sylviane Mercier. À l'époque, pour se justifier, l'avocate affirme que c'est la justice qui a mal fait son travail. Ah, ils sont judiciairement innocents. C'est important. Eh bien, j'aimerais que ça continue à pouvoir être important et que ça ait un sens. Et qu'il n'y ait pas de plus en plus un écart entre ce que dit et fait la justice et le sentiment de la population que c'est une injustice, que ce n'est pas la vérité, et que cette coupure entre la justice et la population, dans ce domaine comme dans d'autres, ne fait que s'accentuer. Aujourd'hui, l'avocate se tait, elle n'a pas souhaité nous rencontrer. L'affaire des pères de Pontoise sera un électrochoc. Partout en France, des affaires similaires sont relatées par la presse. À chaque fois, elles concernent des enfants en bas âge. On évoque une folie procédurière. Des avocats sont soupçonnés de suggérer à leurs clientes de recourir à ce type de plainte lors de divorce. La ministre de la Justice d'alors, Marie-Lise Lebranchu, décide de s'attaquer à un phénomène qui sème le trouble autour des vraies affaires de pédophilie. Il faut mener de front le combat. Parce que si on ne mène pas le combat contre les cas où très évidemment les enfants ont été manipulés, on leur a fait dire des choses fausses, alors petit à petit dans les années qui viennent, le doute se réinstaurera et peut-être qu'on passera à côté d'affaires graves de pédophilie ou de comportements ambigus. Et je pense que c'est aussi un message en direction des adultes, en disant vous avez le devoir de protéger les enfants contre l'inceste et la pédophilie, de manière globale, mais vous avez aussi le devoir de ne jamais utiliser un enfant pour régler vos problèmes d'adulte. Le ministère demande à des magistrats et des psychologues de plancher sur ce phénomène. Le rapport qui en résulte est explicite. On y lit que les allégations d'abus sexuels sur mineurs sont souvent invoquées par l'un des parents comme une arme pour être assuré d'obtenir la garde des enfants et l'éviction de l'autre parent. Mais le sujet est brûlant. La ministre, soumise à de multiples pressions, décide d'enterrer provisoirement le rapport.